Bonjour Maïté. Alors aujourd'hui on te reçoit pour, à propos de ton livre qui sort en avril, ton livre qui s'appelle Enfants abusés, enfants sacrifiés, dans la collection chez l'éditeur Antidote. Antidote, oui. C'est ça. Donc ça sort en avril. Et dans ce livre, tu témoignes de ta vie, de ce qui t'est arrivé. Mais tu témoignes et tu donnes aussi surtout tes réflexions, des pistes de réflexion, ton analyse sur l'aide à la jeunesse en général, sur les services sociaux, sur la justice. Et globalement, en fait, on se retrouve avec un livre un peu hybride entre témoignage et réflexion, analyse. C'est ça ? Oui. On est là-dedans. J'avais envie, dans le cadre de cet entretien, de parler de ton livre, justement. Tu as eu la gentillesse de me le faire parvenir avant qu'il ne sorte. Et j'aimerais bien prendre un peu les choses de manière chronologique, si c'est OK pour toi. Et on va commencer avec ta petite enfance. J'ai mis deux phrases en exergue. La première, tu dis « Je fais mon entrée dans ce monde au cœur d'une histoire déjà cabossée ». Et une autre où un peu plus loin, tu dis « J'ai vécu une enfance isolée sans qu'aucun adulte ne me tende la main pour comprendre mon histoire au cœur d'un clan familial éclaté ». Tu peux en dire un peu? Alors, donc je suis née dans une famille dont mes parents avaient déjà eux-mêmes souffert dans leur enfance et n'avaient pas été ni crus, ni entendus, ni accompagnés par leurs familles respectives. Et du coup, ça a donné... des adultes qui ont voulu, je pense, un enfant, peut-être pas toujours pour les bonnes raisons. Et ma mère, par exemple, qui était une danseuse talentueuse, qui a été complètement mise hors de la profession à cause de problèmes de santé, voulait absolument combler ce vide et avoir un enfant avec cet autre être cabossé qu'elle a rencontré. Et du coup, quand je suis née, j'ai atterri au milieu d'une famille qui n'était déjà pas solide. Tu dis un peu plus loin aussi, quand un enfant va mal, il y a pas mal d'indicateurs qui sont décelables par les adultes, a priori. Et pourtant, il semblerait que dans ton histoire, il y a personne qui ait décelé quoi que ce soit. Non. Alors, toute mon enfance, déjà, j'avais des comportements assez antisociaux. J'étais absolument pas intégrée dans le milieu scolaire. On me retrouvait constamment dans les toilettes, derrière les bibliothèques. Je passais par les fenêtres, j'escaladais les jeux pour enfants. J'étais assez autodestructrice et je cherchais énormément le contact avec les adultes, mais je fuyais les enfants. Et donc ça, pour moi, ce sont tous des indicateurs qui auraient dû être relevés à ce moment-là, mais qui ne l'ont jamais été. Et qui ne l'ont jamais été. Pourtant, à ce moment-là, déjà, il y a tout un tas de choses qui se passent. On peut dire que la petite Maïté, à ce moment-là, elle subit beaucoup de violences. Que ce soit dans des violences psychiques au sein de ta famille, avec tes grands-parents aussi. Il y a beaucoup de moments comme ça où tu es complètement... En fait, on t'empêche d'être un enfant, quoi, en fait. Ce qui n'est pas évident, c'est que quand on n'est pas spécialement un enfant, comme on peut dire, de la rue, je pense qu'on peut plus facilement camoufler la violence, parce qu'il n'y avait pas de négligence. Je veux dire, j'étais habillée, Enfin, il n'y avait rien qui pouvait alerter au niveau de l'hygiène et d'un comportement extérieur. Et du coup, ce sont des gens qui ont beaucoup plus de facilité pour cacher leurs actes, leurs violences psychologiques ou physiques. Et à cause ou grâce à ça, selon le point de vue de la personne, les services sociaux ne sont pas toujours en mesure d'aider ces enfants parce qu'on finalement on leur ressemble trop. Ils se retrouvent devant des familles qui pourraient être les leurs. Et du coup, ils sont complètement perdus face à ces enfants. C'est là, à un moment donné, quand tu parles des professionnels de l'éducation, quand ils observent ces choses, parce que de ce que tu viens de me décrire là, quand tu es petite, parce qu'il faut quand même remettre aussi, tu es vraiment petite là, tu as 6 ans, 5-6 ans, quoi, tu arrives à l'école primaire, ces comportements-là, à un moment donné, des professeurs l'ont observé, vraisemblablement. On me courait constamment après pour m'obliger à aller à la cour de récréation, donc ça oui, bien sûr. Et ces observations, personne n'a jamais rien fait à ce moment-là? Non. Pour eux, j'étais juste une teigneuse, une trouble-faite, une gosse qui posait un peu trop de questions et qui ne voulait pas rentrer dans le rang. Donc en fait, j'étais déjà traitée comme un espèce d'enfant à problème, sauf que comme je n'allais pas trop loin dans mes actes, je ne pouvais pas non plus être renvoyée ou être considérée comme telle. Pour
qu'on comprenne bien, en fait, ici, tu dis à un moment donné, j'ai contenu la panique éprouvée par le simple fait d'exister dans une société que je ne comprenais pas. Et en fait, l'école était cette société en miniature. Qu'est-ce que tu comprenais pas dans la société des hommes? Alors déjà, il y avait la violence que je ressentais constamment, que ce soit au niveau des interactions entre les enfants, que ce soit la manière dont les adultes interagissaient avec les enfants. J'étais constamment heurtée en fait par tout ça. Et à chaque fois que j'ai voulu défendre mon point de vue ou même un autre élève face à une injustice, j'étais constamment punie et remise à ma place. Et du coup, pour moi, l'école est devenue un lieu d'angoisse. Mmh. Et cette angoisse, elle n'était pas qu'à l'école, parce que quand tu rentrais chez toi après, elle continuait. C'était deux angoisses complètement différentes et l'un n'était pas vraiment capable de m'aider sur l'autre plan. Et entre violence et abandon, à un moment donné, tu écris que Maïté, elle se confiait à la Lune. Tu lui disais quoi, à la Lune? J'étais assez jeune quand je faisais ça. En fait, j'allais tellement mal que je demandais à la Lune de pouvoir tomber malade pour pouvoir mourir plus facilement. Enfin, que ce serait plus facile à accepter pour ma famille que je parte d'une maladie et pas d'un vrai suicide. Parce qu'à ce moment-là, tu t'en fais pour ta famille? Oui, de ce qu'ils pourraient ressentir si je mourais. Et je parle pas de ta maman, parce qu'on sent tout au long du livre qu'elle est aussi fort désemparée par rapport à tout ce qui t'arrive et par rapport à ce qui lui arrive à elle. Je crois elle ne sait pas non plus très bien comment réagir face à tout ça. Pour moi, elle a un petit peu passé de bourreau malgré elle à victime du système en tant que maman, oui. Ok. Bourreau malgré elle, pourquoi? Parce que c'était pas une mère... elle avait des débordements émotionnels et colériques, mais elle y prenait pas du plaisir, elle m'a pas non plus massacrée. Pour moi, c'était une maman désemparée qui était au bout du rouleau et qui savait plus trop où elle en était dans sa vie. Une femme malheureuse, en fait. Et du coup, une petite fille malheureuse. Et comme pour ajouter de l'horreur à l'horreur, à ce moment-là, viennent les attouchements d'un cousin adolescent, et puis les abus d'un beau-père manipulateur. Et toi, tu réponds à ces atrocités-là en commençant à te mutiler. Oui. Dès que le beau-père disparaît, donc vers l'âge de 11 ans, un beau jour, je marchais simplement vers l'école sur le trottoir et j'ai trouvé une bouteille de bière cassée sur le sol. Et ça a été ma première coupure. Je pensais que c'était une manière de me punir parce que j'étais une mauvaise fille. Et aussi une manière de calmer mes angoisses, un petit peu à l'image d'une personne toxicomane qui doit prendre une dose de ce qu'il prend. Mais encore une fois, à ce moment-là, que ce soit avec l'adolescent ou que ce soit avec le beau-père, toujours, et on peut revenir, et ce sera peut-être quelque chose qui reviendra tout au long de ce qu'on va parler, il n'y a personne qui voit rien. Pour le beau-père, ma mère a deviné après son départ, et pour l'adolescent, on m'a pris pour une folle. On t'a pris pour une folle qui, par exemple? Toute la famille. Ok. Personne n'a jamais voulu t'écouter? Personne n'a jamais voulu y croire, et quand on m'a emmené chez un médecin pour voir si je disais la vérité, le médecin a dit que les abus intrafamiliaux n'existaient pas quand les deux personnes concernées sont mineures. Alors qu'il y avait quand même une différence de génération. Mais c'est surtout, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai, mais un médecin m'a affirmé ça quand j'étais enfant, qu'il avait le droit. Qu'il avait le droit. Donc j'ai enregistré ça, je pense, à cet âge-là. Et donc à ce moment-là, je reviens, tu commences à te mutiler. Donc ça, c'est quand ton beau-père s'en va, il n'est plus dans ta vie. Ça aurait pu peut-être aussi te soulager, mais non, finalement, ça déclenche quelque chose, quoi. Oui, ça a déclenché d'énormes crises de colère, d'agoraphobie, d'anorexie, d'angoisse que je calmais via l'automutilation. Et à ce moment-là, tu as 11 ans, tu vas à l'école, c'est toujours compliqué d'aller à l'école. Tes professeurs visiblement rejettent la réalité, ou en tout cas veulent pas la voir, ou peu importe, mais en tout cas, dans leur tête, à un moment donné, tu passes de victime à bourreau potentiel. Tu es renvoyé de l'école. Je faisais très peur aux adultes quand ils l'ont découvert. Et du coup, la directrice de l'école, donc là j'étais en 5e ou 6e primaire, m'a demandé de partir de son établissement scolaire au cas où j'aurais l'envie de découper mon camarade. Et quand elle te dit ça, elle te dit pas ça à toi, juste à toi. Il y a quand même il y a tes parents ou tes grands-parents, il y a quelqu'un de ta famille qui... Non. Et ça a été pareil avec le professeur de gymnastique. Où il y avait, à Uccle 1, il y avait une tenue réglementaire, un t-shirt blanc comme dans beaucoup d'écoles. Ouais. Moi, évidemment, comme j'étais rempli de cicatrices, je mettais un sweatshirt noir pour tout masquer.
Et un jour, il m'a attrapé le bras, il a retroussé ma manche devant tout le monde en me disant « Regarde de quoi t'as l'air maintenant, petite conne, va te soigner. » Devant tous les autres élèves. Ouais. Ce sont des réactions qui, moi, me blessaient, me tuaient presque de l'intérieur. Mais ce sont des adultes à chaque fois qui travaillent avec les enfants qui réagissent comme ça. Et je trouve ça encore plus fou. Les enfants réagissaient comment? Certains ont eu très peur. D'autres qui étaient pas sympas avec moi se sont un peu calmés. Et puis petit à petit, ils ont commencé à en parler à leurs parents respectifs. Et certains ont eu interdiction de m'approcher. T'avais une amie, un ami, quelqu'un à qui tu parlais à ce moment-là? J'ai jamais vraiment eu d'amis dans ma scolarité, mais à chaque fois que je me rapprochais d'une élève, c'est parce qu'elle était rejetée aussi. Donc on était un peu les deux vilains petits canards boiteux au fin fond de l'école. Et donc là, à ce moment-là, c'est toujours la spirale qui continue. On a l'impression que ça s'intensifie même. À 12 ans, tu écris qu'à tes 12 ans, anéantissement et démantèlement rythmaient mon quotidien. Ben, les crises que je faisais étaient tellement fortes que plusieurs fois, en fait, sans faire exprès, j'ai fait ce que les médecins nomment DTS. Mais, tu peux dire ça? Tentative de suicide. Ouais. Mais pour moi, ça n'en était pas. C'est vraiment... les crises étaient tellement fortes que j'en arrivais là sans faire exprès pour revenir à la réalité et à moi. Donc, pour toi, tu ne faisais pas de tentative de suicide? En fait, quand j'avais ce genre de crise, ça allait tellement haut et tellement loin qu'il fallait à un moment donné que je m'inflige une blessure pour qu'elle passe. Mais la blessure, vu que je ne ressentais plus rien à ce moment-là, la blessure pouvait être de plus en plus grave et j'allais de plus en plus loin. Je me découpais avec des scalpels, je m'étranglais, je me tapais dans les murs, je criais, enfin c'était... Et à l'école, ça? Non, à la maison surtout. Ah ok, surtout à la maison. Et quand ça me prenait à l'école, alors j'allais me cacher dans les toilettes scolaires et j'essayais de ne pas faire de bruit. Pourtant, il y a un moment donné où on te sort des toilettes, justement, des urgentistes viennent te chercher. Enfin, visiblement, là, c'est... Les crises de trop. Ouais, enfin, la crise, c'est... grâce à ça, on l'a découvert, en tout cas. Mais avant, déjà, comme tu l'as dit avec l'histoire du prof de gym et tout, les gens savaient quand même. Oui. Mais ça, c'est le truc de trop qui fait qu'à un moment donné, boum, l'institution, quelque part, réagit, quoi. Oui. Elle réagit, mais d'une belle manière, tu te retrouves en hôpital psychiatrique, en gros. Pour moi, l'institution donc scolaire était dans l'obligation de réagir, mais pas pour mon bien-être, mais pour leur responsabilité. Tout simplement, si on retrouve une élève morte dans leur toilette, ils sont fichus. Donc, pour moi, c'est à la fois bienveillant et hypocrite. Ils ont peur pour eux, pas pour moi. Je veux dire, tu vois un peu de bienveillance là-dedans quand même, toi? Oui, je pense pas qu'ils m'auraient laissé comme ça, mais quoi qu'il arrive, on peut avoir un peu le bénéfice du doute. Et il y a une professeure qui a été incroyable avec moi ce jour-là. Mais la direction, encore une fois... C'était incroyable, pourquoi? C'est une prof avec qui je m'entendais pas spécialement, que je trouvais très froide et pas gentille, qui ce jour-là a été incroyable avec moi, mais il y a eu qu'elle. Mais encore une fois, la direction et les autres professeurs m'ont vraiment traité comme une pestiférée. Et donc, voilà, tu te retrouves à l'hôpital, j'imagine, d'abord, tu t'amènes à l'hôpital, tu te soignes. Le jour même. Ouais. Et tu restes à l'hôpital, en hôpital psychiatrique, tu es interné directement? Alors d'abord, on m'amène dans un hôpital normal. Là, une infirmière me dit qu'elle n'a pas que ça à foutre et qu'elle a de vrais malades à soigner. Je reste une semaine dans cette unité en errant un peu dans les couloirs parce que j'y avais pas spécialement ma place. Et puis, oui, je me suis retrouvée en psychiatrie. Combien de temps? Il y a eu 3 hospitalisations d'au moins 6 mois. Donc c'est ça la réponse du système? Oui. Cette petite fille qui, depuis toute jeune, comme on vient de passer rapidement, surtout dans des spirales de violence, d'abandon, de violence physique et psychique, et en même temps commence à se mutiler, et va de plus en plus loin, pour en arriver presque à se tuer à l'école. Et la réponse du système, c'est on t'enferme, et on t'enferme dans un hôpital psychiatrique. Avec les adultes. Oui, voilà. C'est ça que tu dis dans ton livre, tu es justement avec les adultes, et là, en fait, tu n'as pas ta place, quoi. Ça fait à peine 3-4 ans qu'ils ont créé des unités spécifiques pour les adolescents et les enfants. Oh. Mais à l'époque, il y avait une 30aine d'adultes et 5 jeunes. Moi, j'étais la plus jeune. Et j'ai découvert des choses complètement hallucinantes qui m'ont vraiment terrorisé à cet âge-là. Je veux bien croire. Et
Mais le souci, c'est que le système n'est pas là pour qu'on aille mieux. Le système est là pour couper finalement ce qui dépasse et ce qui dérange. Ils ne sont pas là pour améliorer l'état de danger et la situation. Ils sont juste là pour qu'on fasse le moins de bruit possible, que ça se voit le moins possible. Et donc on finit sous camisole chimique. Je n'ai jamais eu une vraie thérapie en hôpital. Il n'y a jamais personne qui m'a véritablement aidé. On m'a juste dit, le règlement, c'est le règlement. Voilà votre cachet et voilà. Donc en fait, on te drogue, quoi. On te drogue, on te cache derrière les murs. Et tu as 12 ans? J'allais avoir 13 ans. Tu vas avoir 13 ans. Et à ce moment-là, tu écris aussi « Aucun spécialiste de cette unité n'a eu le bon sens de me tendre une main bienveillante ». Puis en fait, j'ai remarqué, plus tard évidemment, que ces gens n'étaient pas formés en victimologie et en psychotraumatologie. Donc on se retrouve face à des psychiatres qui ont le bras long et qui peuvent avoir des décisions qui pourraient changer ta vie. Et en fait, j'avais une étiquette pathologique collée sur le front à peu près tous les lundis. Différente ou pas forcément? Ah oui, différente. Une fois j'étais l'un, une fois j'étais l'autre. Et puis quand je demandais pour consulter mon dossier, on me disait que les patients n'avaient pas le droit. Donc je leur disais, en fait, pendant plus d'une heure, je ne vous dis rien, vous prenez des notes, je ne sais même pas ce que vous notez, je ne comprends pas ce que je fais ici, ni ce qui se passe, comment vous allez faire pour m'aider. Et non, on me lisait le règlement. Et donc, le résultat, au final, c'est que on te donne toujours plus de médicaments, quoi. Oui. Parce que tu as quand même toujours des crises à l'hôpital. Ah oui. Et en fait, au plus on me donne de médicaments, au plus on me donne des étiquettes qui ne me correspondent pas, au plus mes crises sont terribles. Tu dis personne ne te parle de stress post-traumatique ou de comportements fréquents lors d'abus sexuels et ou de violence. Personne n'évoque ça avec toi à aucun moment. Non. Fin de l'adolescence, j'ai découvert un livre du docteur Muriel Salmona, le livre noir des violences sexuelles, dans lequel elle parle de tout ce qui se passe dans le cerveau, dans le corps, après un traumatisme quel qu'il soit. Et là, je me suis réellement reconnue et j'ai pu enfin comprendre ce qui m'arrivait. Mais avant ça, on me parlait de bipolarité, de borderline, de plein de choses qui n'ont aucun rapport avec moi. Et la preuve, avec le temps qui passe, toutes ces crises et tous ces comportements diminuent énormément. Et à ce moment-là, à 13 ans, toujours hospitalisé, parce que tu dis personne ne me parle de syndrome post-traumatique, mais au psychiatre, tu leur parles de ce que tu as vécu? Pas vraiment. Pour moi, le psychiatre représentait l'adulte qui a autorité, et l'adulte qui a autorité me faisait très peur. Donc, il y a peut-être des choses qui ont été dites à demi-mot. Le cousin, j'en parlais évidemment pas, puisqu'un médecin m'avait dit que c'était autorisé, pas grave. En ce qui concerne le beau-père, je pense que c'est ma mère qui a été à un moment donné obligée de le dire, mais tant que j'en parlais pas, il ne l'abordait pas. C'était plutôt des discussions autour de mon comportement à moi, mon bon comportement. Que je repense à Orange Mécanique du coup. Ouais. Mais tu l'évoques d'ailleurs dans ton livre. Hein. C'est vraiment, je n'ai pas l'attitude qu'il faut et donc on essaye, moi, de me dresser à avoir l'attitude adéquate face au système. On en reparlera plus loin, mais à un moment donné, tu parles aussi d'enfants tordus qu'on essaie de tordre dans l'autre sens. Oui. Ouais. Souvent ça casse. Ah oui. Quand on fait ça. Un truc que c'est bien expliqué, hein, mais j'arrive quand même pas à comprendre. Après l'hôpital, tu te retrouves placé en foyer d'accueil. Ça, c'est quand même quelque chose que je comprends pas. Parce que, au fait, du début jusqu'à ce moment-là, tu es victime sur tout le long. Et on te décide de te placer en foyer d'accueil en te disant quoi? Ça va aller mieux? C'est la solution pour toi? Donc l'hôpital psychiatrique SOS Enfants et ma mère, qui était complètement désemparée face à mes blessures, se sont mis d'accord pour faire un entretien de cabinet, non pas à cause de ce qu'on m'avait fait, mais à cause de ce que je me faisais. Et donc, comme il y avait danger de mort à cause de mes actes, plus le fait que j'allais de moins en moins à l'école, on est monté directement au SPJ, sans même passer par le SAJ. Et ce moment où tu es placé en foyer d'accueil, c'est quand même le début aussi des addictions ou de la continuité peut-être. En fait, j'ai découvert, j'ai pas envie de dire la drogue parce que ce sont des médicaments, mais pour moi c'est une drogue légale. On m'a donné tellement de médicaments psychiatriques, c'est là-bas en fait que j'ai appris et compris que vivre en étant complètement à côté de la réalité a fait en sorte que je puisse mieux l'accepter, mieux la vivre.
Et du coup, dès que je suis sortie de la psychiatrie, j'ai commencé à me droguer, à boire. Et ça a été évidemment de pire en pire dans les foyers. Et là, on parle, t'es au début de l'adolescence, quoi, 13-14 ans. Oui. Oui, c'est ça. Finalement, c'est une manière de s'anesthésier pour ne rien ressentir. Parce que tu dis accepter la réalité, c'est pas tellement que tu acceptes, c'est que tu ne la ressens plus. Grâce à la drogue, je ne la ressens plus, mais du coup, c'est une espèce de course perpétuelle vers l'avant pour avoir encore... Mon but était de ne jamais être en descente, donc c'était 24 heures sur 24, non-stop. Et avec, en plus, j'imagine, tous les conflits que ça pouvait amener au niveau du foyer, des éducateurs. Au début, ils ne l'ont pas vu parce que j'avais pas un comportement... j'étais pas extravertie, je m'étalais pas, j'ai jamais été... ce qu'on appelle une grande gueule. Enfin, il y a beaucoup de jeunes qui étaient très bagarreurs, qui aimaient bien un petit peu se chercher les uns les autres. Moi, j'étais très discrète, donc au début, ils ne l'ont pas vu. Okay. On reviendra parce que c'est le début au fait de ce lien avec les foyers, avec les IPPJ, avec finalement Enfin, on en reparlera après, ce moment où on se construit une délinquance, en fait. C'est quand même la meilleure formation, ça reste quand même la prison, les IPPJ, pour devenir un délinquant, je veux dire. Mais ce qui n'était pas évident, c'est que comme j'ai pas eu une petite enfance dans ce milieu-là, j'ai dû faire le choix, en fait, entre intégrer réellement ce monde-là en faisant semblant ou être carrément la victime des enfants des foyers qui étaient déjà en arrivant sur place. Donc j'ai fait le choix stratégique de l'adaptation. Ouais, c'est une manière de survivre, quoi, en fait. Oui, bien sûr. Arrive le 28 décembre 2007. Alors là, je t'avoue que ça a été hard quand même de lire ce truc-là. Ta grand-mère te confie à un inconnu. Enfin, si j'ai bien compris. Franchement, je me demande même si j'ai bien compris. Elle te confie à un inconnu. Il te drogue, il te viole. C'est ça. Ce mec, tu l'avais jamais vu? Si, je l'avais déjà vu avant. En fait, je viens d'une famille qui m'a complètement enfermée à la maison pendant des années. Le plus loin où je pouvais aller, c'était la boîte aux lettres. Donc quand j'ai été placée en foyer, ça a été un réel choc parce que j'avais jamais pris le bus, j'avais jamais pris le métro. Je veux dire, les éducateurs m'ont regardé... Enfin, ils n'avaient jamais vu ça. Généralement, c'est l'inverse qui se passe. Et du coup, dans chaque lieu où je suis allée, moi, je voulais aller voir ce qui se passe dans le monde extérieur constamment et je gardais contact avec certaines personnes dans toutes les institutions où j'allais, mais du coup, c'était pas toujours des personnes bienveillantes. Et en fait, à cet âge-là, j'avais gardé contact avec plusieurs patients de la psychiatrie. Et un jour, il y en a un qui m'a contacté en me demandant si je voulais aller au cinéma. Et donc, je l'ai vu une fois là-bas avec les autres jeunes. Et je l'ai demandé à ma mère et à mes grands-parents. Je vivais chez mes grands-parents et ma mère a hurlé en disant « hors de question ». Et comme ma grand-mère avait pour habitude de la rabaisser, de l'humilier, de l'insulter devant moi, en fait, elle lui a dit « c'est pas toi qui décides, vu que c'est moi qui paye tout pour ta fille et elle ira là-bas ». C'est inconnu, en fait. Une espèce de démonstration de force débile, quoi, en fait. Et du coup, elle a pris sa voiture, elle m'a emmenée là-bas, alors qu'il n'y avait rien. Enfin, je veux dire, moi, ma fille, elle m'aurait dit ça, c'était hors de question. Et du coup, elle m'a emmenée là-bas et j'ai été droguée et violée. Et tu t'enfuis? Parce qu'en plus, ça s'arrête... C'est là où j'hallucine. Tu arrives chez tes grands-parents, et là, ça continue, quoi. Ta grand-mère te fait encore subir des violences, elle est encore avec toi. Mais elle se rend compte à ce moment-là qu'il y a quand même un truc qui va pas. Ta grand-mère? Non, ma grand-mère, c'est la reine du déni. Okay. Ouais, enfin, on peut être dans le déni, mais est-ce que tu penses qu'elle se rend compte quand même de quelque chose? En fait, elle a trouvé Comme je parlais pas, j'écrivais énormément. Et elle a trouvé mes écrits que j'avais bien cachés dans ma chambre. Elle a tout lu et elle en a corrigé les fautes d'orthographe. Et donc, elle était au courant. Et quand je suis rentrée, elle me l'a balancé en me disant que je n'étais qu'un cancre, incapable d'écrire, et que je finirais ma vie... pute ou cancre avec le bonnet d'âne. C'est tout ce qu'elle a dit. Et forcément, là, c'est une blessure de plus. C'est une plaie ouverte, géante. J'ai compris que les adultes pourraient rien pour moi. Et moi, je ne voulais jamais être un adulte. Et tu te retrouves toujours de foyer en foyer, brinque-balai. Régulièrement, tu te fais éjecter d'un foyer. Tu te retrouves en IPPJ. Non. J'ai été... comme ma consommation de drogue était de plus en plus importante, je me suis mise à vendre quand j'étais mineure. Et du coup, j'ai été prise la main dans le sac une fois, au tout début. Ouais. Et donc, j'ai été jugée devant la cour des mineurs en audience publique. Et normalement, j'aurais dû être condamnée à 2 semaines d'IPPJ. Mais ma mère a réussi à convaincre la juge
de me réenfermer en psychiatrie. Ah, donc tu repars en hôpital psychiatrique. Donc à chaque fois que l'IPPJ menaçait mon quotidien, on me réenfermait en psychiatrie en pensant que c'était mieux. Alors que là, c'est le cercle infernal qui continue, quoi. Oui. Toujours les crises, tu sais pas pourquoi tu es là, on ne te propose pas de t'aider, il n'y a jamais personne qui te dit, qui vient vers toi en te proposant une piste, une solution ou en essayant de... Uniquement des médicaments. Toujours des médicaments. Et le fait que tu commences à dealer et que tu te retrouves évidemment au milieu de tous ces destins brisés, hein, tu le cites à un moment donné, des fugueurs, drogués, incurables, délinquants, futurs gangsters, enfin forcément tout le monde se retrouve là, comme tu dis, c'est ce qu'on ne veut pas voir, on les cache quelque part. Et là tu y apprends, tu en as parlé aussi, cette loi du plus fort, donc tout ce que tu expliques, le langage gestuel et cette manière de te comporter pour survivre dans ce milieu. Et donc ça pose aussi à ce moment-là, quand on se met du côté du gangster, on va dire, du côté de la rue, du côté... ça pose le problème du dialogue. Comment, et ça tu en parles très bien, comment est-ce qu'on peut se livrer? Comment est-ce qu'on peut parler avec ce représentant de la justice qui au final c'est l'ennemi, quoi? Mais oui, parce que moi quand on me dit oui mais enfin tu avais 14 ans, la loi dit que la justice donne la parole aux enfants de 12 ans, donc tu avais tout le loisir de t'exprimer. Oui, mais il faut voir les conditions qui sont mises en place pour le faire. Je veux dire, si on est dans une famille ultra maltraitante, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un entretien de cabinet, les deux parents sont à côté de l'enfant. L'enfant a peur de ses parents, a peur de dénoncer ses parents, il y a un conflit de loyauté énorme. Et en plus de ça, la juge représente aussi une autorité, au même titre que les parents. Donc oui, effectivement, la loi donne la parole à un enfant de 12 ans, mais qu'est-ce qui est mis en place pour qu'il puisse réellement s'exprimer ? Et justement, toi, tu te retrouves forcément confronté à ça. Et ta solution, finalement, c'est de ne rien dire, alors. Oui. Tu écris un peu plus loin, en parlant des services de justice. Les solutions proposées par la justice, l'aide à la jeunesse ou tous les services sociaux liés à l'enfance visent à produire un modèle unique de citoyen, docile, normé, sans histoire, obéissant, formé et rentable. Et donc le système ne laisse pas de place à l'insingularité. Pour moi, je pense qu'il faut faire une différence entre le libre arbitre et le choix contraint. À partir du moment où on intègre un système comme justement le système de l'aide à la jeunesse, on essaye de nous apprendre que donc il faut avoir une vie stable, un travail, un appartement, qu'il faut être capable de gérer ses factures, de sortir ses poubelles, etc., etc. Mais dès qu'on veut amener un projet légèrement différent, mais déjà on demande pas l'avis à l'enfant. C'est assez récent que ça commence un peu à se faire, mais on ne demande pas l'avis à l'enfant, on lui propose une partition en fait, qui est déjà composée, et finalement ça devient un consentement, et plus du libre arbitre. Et donc si on veut devenir artiste, ou s'il y a d'autres choses vers lesquelles on a envie de se diriger, c'est pas bon, puisque ça ne rentre pas dans le cadre du système. Ça semble revenir assez fréquemment en fait, dans ton propos, c'est justement cette incompétence des services sociaux et judiciaires. C'est une incompétence ? Déjà, dans le cas des enfants victimes de violences de toutes sortes, le souci, c'est que, par exemple, quand on veut entamer une procédure judiciaire, alors il y a le système judiciaire, il y a le système des services sociaux, il y a plein, finalement, d'institutions qui sont complètement séparées les unes des autres, qui ne communiquent pas entre elles. Et du coup, là, déjà, ça pose le premier problème. Un enfant, ou en tout cas un adulte qui représente la voix de l'enfant, est complètement perdu au milieu de démarches qui sont incohérentes. Il y a un article de loi qui en annule un autre. Ils sont complètement perdus. Il existe en Belgique une seule association qui aide ses parents, qui est minuscule. Innocence en danger Belgique. À partir du moment où justement ce sont les répercussions de l'affaire d'Outreau, à partir du moment où on ne considère plus la parole de l'enfant, on ne sait plus rien faire à ce niveau-là. Il faut vraiment qu'il y ait des marques, des preuves matérielles irréfutables pour qu'on se dise « ok, il y a peut-être quelque chose ». Mais la parole, elle seule, ne suffit pas. C'est vrai que j'ai pas fait de... Parce que c'est un très long passage, hein, le procès d'Outreau et toute l'affaire Outreau. Tu as même rencontré deux des frères. Deux des frères, ouais. C'est vrai qu'ici, je l'ai pas abordé, mais c'est quelque chose qui, pour toi, est un peu une affaire qui fonde toute ta réflexion, en fait, par rapport à ça, justement. On n'écoute pas vraiment les victimes, on veut pas les entendre, quoi. Mais cette affaire a eu des répercussions au niveau judiciaire
que ce soit en France ou en Belgique. Les professionnels, encore à l'heure actuelle, en parlent en disant que c'est scandaleux ce qui s'est passé, parce que non seulement, maintenant, on n'arrête pas de dire que tous les enfants mentent. D'ailleurs, il y a un professionnel qui rencontre jamais les victimes, qui fait le tour de tous les tribunaux pour parler des faux souvenirs, du syndrome d'aliénation parentale et du mensonge des enfants. Et en plus, à côté de ça, quand un enfant sur 10 est expertisé par manque de budget, et cet enfant qui est expertisé, on le cuisine pendant des heures. Enfin, vous avez vu dans le chapitre qui parle de ça. On le cuisine pendant des heures pour rédiger des rapports à fournir au procureur et au juge qui finalement ne sont jamais tenus en compte. Donc à quoi ça sert finalement? Et toi, dans ton parcours, par contre, tu n'as, très très tôt, tu n'as jamais voulu te livrer vraiment en fait. Non. Parce que toujours cette peur de l'adulte, enfin pas confiance en l'adulte qui a autorité. Il y a ça, et il y a le fait aussi que j'ai tellement normalisé la chose puisqu'on m'a dit que c'était autorisé, que je ne voyais plus à ce moment-là où était le problème. Je ne voyais plus l'interdiction en fait. Suite à ce viol, cette balade et cette consommation de drogue qui explose, tu te retrouves à fuguer et tu bascules en fait. Tu vis dans la rue à ce moment-là. Oui. Et là, tu deals mais de manière industrielle, quoi. Du matin au soir. Ouais. Et comme tu dis, tu prends la tangente, c'est la bascule. Et à ce moment-là, tu n'as senti personne qui était là pour te tendre la main quand tu te sens tomber comme ça ou, enfin, comment est-ce qu'on bascule en fait? J'étais dans un tel état à cause de la drogue que plus rien d'autre ne m'importait. Les éducateurs me voyaient venir, partir et revenir sans même plus me regarder. Et donc, un jour, je me suis rendue au foyer pour prendre une douche. Et là, l'éducateur m'a dit de partir. Ouais. Tout simplement, de manière officieuse, dégage. Mais dégage. J'avais 17 ans à ce moment-là. Le droit de faire ça? Il n'a pas le droit. Aucun droit. Mais le souci, c'est qu'en fait, quand il m'a mis à la porte, il ne m'a pas déclaré en fugue. Donc, pour les autorités, j'étais toujours logée au foyer. Donc, je suis passée pour une menteuse. Alors que j'ai quand même vécu tout l'hiver 2009 au bord du canal, dans un squat. Et du coup, dans la rue, on ne peut se tourner que vers les gens de la rue. Mais bon, c'est un milieu qui n'est pas toujours... Pour une fille, une jeune fille, c'est un milieu qui est très dur. D'ailleurs, tu parles d'un gars que tu appelles l'ancien, qui finalement te protège quand même. C'est un truand, en fait, qui lui aussi vivait dans la rue, qui n'a pas eu la chance d'avoir d'enfants à cause de la vie qu'il a menée. Et comme moi, mon père était aussi finalement un polytoxicomane, je pense qu'on a un petit peu comblé ce manquement. Et finalement, c'est dans l'un des milieux les plus dangereux que j'ai rencontré l'une des rares personnes qui m'a protégée. Ouais, parce que là, c'est ce que tu expliques aussi un peu dans ton livre, c'est qu'à ce moment-là, les truands, t'en fréquentes quand même pas mal, quoi. Et tu sombres encore un peu plus dans la toxicomanie. Oui. Pourtant, et si j'ai bien compris dans la chronologie, à ce moment-là, tu trouves quand même tu trouves où on te force à porter plainte contre tes agresseurs passés. Oui. C'est à ce moment-là, plus ou moins. Donc quand même, tu es dans la rue, mais comment ça se passe? C'est une fois que tu retournes au foyer, c'est avec un contact avec... Ça, c'était avant que je ne vive réellement dans la rue. Et en fait, tu dis à un moment donné, on me force à porter... Enfin, tu dis pas on me force à porter plainte, mais en gros, tu n'avais pas forcément envie non plus de porter plainte. En fait, c'est le psychologue de l'unité psychiatrique où j'ai été de nouveau placée à 15 ans qui a fait un signalement directement au parquet. Donc le parquet a envoyé des experts venir me chercher directement dans mon foyer et on m'a dit on y va. Ah oui. Voilà. Je n'ai pas porté plainte en fait. Okay. Il y a eu un signalement et donc ce qui fait que finalement la personne qui a été interpellée par la suite ne pouvait pas se retourner non plus contre moi puisque ça venait de l'État. Ok. À ce moment-là du livre, le compte rendu que tu fais du truc, ça semble complètement irréel. La déposition, la manière dont on te traite. Jusqu'au procès, l'attitude de l'avocat, et puis l'acquittement au bénéfice du doute, quoi. Alors que tout semblait indiquer qu'à un moment donné, il y aurait une condamnation, quoi. Oui. Même le procureur m'avait laissé entendre qu'il y avait de grandes chances pour qu'il le soit. Et en fait, non. Parce que, oui, forcément, quand on se fait violer, on garde sa culotte souillée et puis on la met au tribunal. Enfin, ça n'a aucun sens, c'est complètement irréel. Quand tu entends le verdict, c'est quoi ta pensée, ton état
un effondrement total à l'intérieur de moi parce que non seulement je n'avais pas demandé ce procès, mais on est venu me chercher pour me dire tu es une victime et en tant que victime tu dois demander réparation et justice. Et donc j'ai trouvé que c'était une espèce de double meurtre psychique parce que finalement l'État vient me chercher en me disant tu es victime, tu dois te conduire en tant que tel, tu dois venir faire ta déposition, tu dois te plaindre, etc., demander réparation. Et finalement, pas assez victime à leur goût ou en n'ayant pas assez de preuves matérielles, je suis finalement jetée du système. Donc cette approche a été vraiment très violente. Tu dis que l'important, c'est pas la recherche de la réalité, mais c'est la fabrication d'une vérité judiciaire qu'il va falloir imposer à la Cour. Oui. C'est-à-dire quand il y a un procès, on essaye d'imposer une vérité judiciaire à la Cour avec les preuves qui sont récoltées par les deux parties. Et finalement, c'est un petit peu un jeu d'échecs que le meilleur gagne. Donc il y a des innocents qui vont en prison et forcément, il y a beaucoup de coupables qui sont acquittés. C'est pas parce qu'on rentre en prison qu'on est une mauvaise personne ou qu'on est... Enfin, non. Donc c'est... Quand j'entends que quelqu'un est acquitté ou que quelqu'un rentre en prison, quand on n'a pas tous les éléments nécessaires en main, on ne peut pas toujours savoir ce qui s'est vraiment passé et juger l'affaire. À ce moment-là, tu as quel âge plus ou moins quand ça se passe ce procès? J'avais 15 ans au moment de la déposition et il a fallu au moins 2-3 ans avant le procès. Ah oui. Mais tu n'es pas encore majeur? Ou peut-être plus ou moins. Juste à cheval, parce que j'étais quand même sortie de la rue, donc je pense que je devais bien avoir 18 ans, oui. Ces histoires de mœurs, voilà, c'est vrai que tu en étais victime de différentes manières et au final toujours victime en fait, jamais de réparation. Et à un moment donné, tu dis que l'opinion éprouve une résistance et un embarras exalté à réagir sur ces affaires de mœurs. En fait, ça emmerde vraiment les gens, finalement, de se positionner et que finalement, un cas comme Dutroux, comme l'affaire Outreau, c'est des déversoirs un peu pratiques dans lesquels on cristallise tout et tout le monde se dit « Ah, c'est scandaleux », mais ça empêche de voir tout ce qu'il y a autour, quoi. Mais la presse en fait des espèces de personnages monstrueux qui sont rares... oui, des monstres comme on en verrait dans des cauchemars d'enfants ou dans les séries comme New York Unité Spéciale. Mais non, ça peut être monsieur et madame tout le monde. Quand on sait qu'il y a moins de 1% de pédocriminels qui sont incarcérés, ça veut dire que 99% d'entre eux sont autour de nous dans la société. Et selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre ce problème à bout de bras ? D'une part, il y a déjà la formation des professionnels, mais là on quitte évidemment le cadre de l'aide à la jeunesse, c'est tous les professionnels qui ont un lien avec les enfants. Quand je vois la réaction des profs à mon encontre, c'est juste improbable. Il y a la formation des professionnels qui ont un lien avec les enfants. Il y a la reconsidération de la parole de l'enfant. De ne pas considérer déjà dès le départ qu'il mente. Si un enfant dit quelque chose, c'est parce que dans sa réalité, il vit quelque chose et il faut essayer de comprendre ce que c'est. Il faut avoir une approche bienveillante aussi avec cet enfant, ne pas le brusquer, ne pas polluer sa parole, ne pas lui dire qu'elle raconte n'importe quoi. Il y a le fait aussi qu'il faut absolument arrêter d'utiliser le syndrome d'aliénation parentale, qui est une aberration totale. Et en fait, tous les abuseurs s'en servent pour avoir la garde de leurs enfants. Donc finalement, l'État offre à certains parents abuseurs le permis de viol légalement, en fait. Et ça devient très dangereux. Il y a de plus en plus de cas. Il y a aussi le fait que dans les structures de l'aide à la jeunesse, finalement, on nous offrait un quotidien, donc avec un lit, à manger, une petite vie de métro, boulot, dodo entre la scolarité et un quotidien simple. Mais il n'y a aucun suivi par rapport aux violences que les enfants ont subies. Et donc, du coup, par exemple, les enfants qu'on considérait uniquement... qui ont été placés en tant que délinquants, ils ne sont pas vus comme étant des enfants qui ont subi des choses. Ils sont juste vus comme des petites frappes qui ne veulent pas s'intégrer et qu'on va punir. Et à un moment donné, il va falloir recréer le lien entre la délinquance et la souffrance infantile parce qu'on n'est pas violent gratuitement et ça vient forcément de quelque part. Puis il y a un travail énorme à faire aussi avec les parents.
Je veux dire, c'est bien beau de placer un enfant au foyer et de plus tard le réintégrer dans son milieu familial. Mais si on n'a rien travaillé avec les parents et qu'on a coupé le lien, à quoi le placement aura servi? Ce sont toutes des petites choses qui finalement ne sont pas utopiques, ne demandent peut-être pas un budget énorme, mais je pense que ça demande surtout de la volonté. Et bien sûr, le fait que, par exemple, quand un professionnel sort de l'école et qu'il a, je sais pas, 20 ans de pratique sur le terrain, il y a un moment où il faut refaire une formation, se remettre à jour. Pour l'instant, je pense que c'est sur base volontaire et je pense que ça devrait être obligatoire. Une formation continue, quoi. Pas spécialement continue, mais tous les X temps se remettre à la page, apprendre les dernières nouvelles par rapport à... je veux dire, le métier d'éducateur existe depuis 50 ans. La charte des droits des enfants a été signée il y a 30 ans, c'est très très jeune. Et donc, il y a un moment, il va falloir puis travailler aussi sur les violences institutionnelles et normaliser. Et donc, ça sont des choses qui apparemment mettent du temps, mais je pense qu'il y a un énorme... il n'y a pas assez de volonté. Ouais, un désintérêt du politique. Oui. Ça, j'en parlais déjà avec Bernard DeVos qui me disait pareil. Et pour l'enseignement aussi, Oui. qu'à un moment donné, c'est des choses, des sujets qu'on n'a pas forcément envie de prendre à bras-le-corps parce que ça sent titanesque. Et comme tu dis, c'est pas forcément qu'une question de moyens, c'est aussi une question de volonté et d'envie, quoi. Toi, à ce moment-là, comme on vient de le dire, je reprends un peu la chronologie. Tu es éjecté de ton foyer, hein, parce qu'en gros, et pour résumer, on n'accepte pas les toxicomanes. Donc tu te retrouves... Dans tous les règlements institutionnels, il est interdit de consommer. Donc Ouais. tous les enfants qui sont consommateurs vivent à la rue et ne sont pris en charge dans aucune structure. Ouais, ça c'est un truc de fou. C'est là où la zone d'ombre est incroyable, quoi. Parce que on peut très très vite devenir toxicomane en imaginant toutes les violences qu'on peut subir, tous les problèmes qu'on peut avoir quand on est gamin, etc. Comme tu l'as dit, c'est une manière finalement assez simple de se dire, mettons ça de côté, et voilà, de plus penser. Et pourtant, là encore, il n'y a absolument aucune aide qui est prévue. Il y a une interdiction. Donc on va te parler de prévention, et une fois que l'acte a été commis, on va parler d'interdiction, mais il n'y a rien d'autre. Mais alors, finalement, quelle est la véritable aide offerte? C'est quoi l'aide à la jeunesse à ce moment-là? Par exemple, si un enfant vit un véritable enfer chez lui et qu'on le retire de son milieu, on va le retirer d'un milieu violent pour le mettre dans un milieu institutionnel qui lui aussi a ses défauts et a ses lots de violence institutionnelle. Mais pour certains enfants qui connaissent un quotidien de violence absolue, finalement, ils ont tellement l'habitude de ça que pour eux, c'est, j'ai presque envie de dire, des vacances à côté. Ouais. Mais pour les autres enfants qui n'ont pas ce genre de quotidien ou qui connaissent des violences qui sont pas de cet ordre-là, c'est clairement accepter de passer d'une violence intrafamiliale à une violence institutionnelle. Puis pour toi arrive la majorité, un peu comme ça. Ça y est, t'es plus une enfant. Enfin, En 24 heures. Ouais, en 24 heures, ça tombe du coup. T'es responsable de tes actes. Dans ta vie, enfin voilà, je n'ai pas envie de revenir sur les détails, les gens liront le livre. Voilà. Mais les horreurs se succèdent. En tout cas, tu consommes de plus en plus de drogue, tu passes au crack. Mais à ce moment-là aussi, à un moment donné, alors peut-être que c'est le coup de talon dans le fond de la vase, mais tu décides de faire une cure. Mm-hmm. Et là, tu tiens le coup, tu fais ta cure. Ça dure combien de temps? Une semaine. Mais non. Si. Ah, j'avais pas du tout compris ça. J'ai l'impression que c'était bien plus long, quoi, en fait. Non, en fait, je suis restée une semaine en hôpital avec des Baxter et des médicaments pour que le produit puisse s'évacuer de mon corps. Et ensuite, j'ai intégré une communauté dans laquelle on m'a dit que je resterais au moins une année. Ça, c'est la post-cure, alors après. Oui. Okay. Et en fait, j'ai tenu 2 semaines, au vu de ce que j'ai découvert. Oui, c'est un endroit dur et... je sais que dans la majeure partie des endroits qui proposent des cures, la drogue circule dans les couloirs. Donc j'ai voulu trouver un endroit plus sévère, du coup. Mais c'était un point où on était fouillé tous les jours. Si on restait plus de 5 minutes aux toilettes, ils ouvraient la porte par la force. On ne pouvait jamais être seul dans une pièce. On ne pouvait pas dormir dans une chambre seule. C'était vraiment... J'ai envie de dire comme à l'armée, mais j'ai jamais été à l'armée, mais c'était vraiment... c'est plutôt carcéral, quoi. Oui, c'était vraiment ça. Et on était formatés, en fait. Ou reformatés. Une fois que tu termines, que tu es poursuivi, là, à ce moment-là, tu es livré à toi-même.
mais tu tiens le coup. Tu écris un truc étonnant, tu dis « Il est coutume de croire que le talent et l'intelligence fuguent quand on est abstinent. » Et qu'il y a une espèce de période de flottement bizarre où on se dit qu'on est teubé, quoi. Oui. En fait, pendant au moins une année, vu que le cerveau ne fabrique plus d'endorphines parce qu'il en a eu en masse pendant la consommation, on est un petit peu sans émotion, on ressent plus rien en fait. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus rien, tout est vide et néant. Et c'est dans cette année-là en fait qu'il y a le plus grand risque de reconsommation. Donc ça, on devrait être le plus suivi normalement. Oui. Et je veux dire, moi, une personne qui me dit « je m'en suis réellement sortie », c'est qu'elle a au moins dépassé 2 ans de non-consommation. Ouais. Avant ça, les risques de... C'est très, très, très grand. Il y a l'ennui, il y a le fait qu'on a la sensation de n'être plus personne et que, en fait, on donne une telle force au produit qu'on a la sensation que ce produit repart avec notre âme et avec tout ce qui fait nous. Mais tu tiens à cette année quand même. Oui, mais ça a été très difficile. Tu essaies de te reconstruire, tu cherches des petits boulots. Parce que j'étais pas entourée du tout. Oui, c'est ça. Tu devais te débrouiller par toi-même, quoi. Là, tu as encore des contacts avec ta famille à ce moment-là? Oui, mais assez difficile. Et c'est dans ce moment de reconstruction, justement, tu réponds des boulots et là, il t'arrive encore une horaire pas possible. Tu réponds à une annonce pour être serveuse dans un resto. Et puis là, de nouveau, viol. Et surtout, tu te retrouves forcé à te prostituer, en fait. Je sais que dans le livre, ça devient un moment comme ça. Et j'imagine que pour les gens qui écoutent, ils doivent se dire « Putain, mais il lui est tout arrivé à celle-là, quoi. C'est pas possible. » Et en fait, le livre explique vraiment bien ça, je trouve. C'est que c'est chaque fois des petites briques qui se mettent et que tout se construit, en fait, quand on est enfant. Et qu'à un moment donné, on se retrouve et on se met dans des situations où on se retrouve, où on n'a pas les armes pour voir certaines choses qui nous arrivent à un moment donné parce qu'on est en détresse finalement depuis qu'on est né, quoi. Il y a ça, et puis il y a le fait aussi que quand on a connu que ce type de violence, même si c'est une forme, enfin oui, c'est une violence, ça a un côté rassurant et donc on ne voit pas tout ce qu'il y a autour, on ne sait plus que c'est violent. Et puis il y a encore ce médecin qui m'avait confirmé quand j'étais enfant que c'était possible. Et donc je pense que j'en ai fait quelque chose de complètement transformé et distordu par rapport à la réalité de la violence de ce que c'était. Et donc oui, tu te retrouves effectivement dans un réseau de traite des êtres humains, qui se retrouve démantelé. Tu expliques par en fait un banal contrôle de police. Oui. C'est la brigade de la traite des êtres humains de Liège. Qui fait un simple contrôle dans un bar de nuit et il se rend compte qu'il y a une fille qui est beaucoup trop jeune, qui a peur, il trouvait qu'elle n'avait pas une attitude normale et donc tout a démarré de là. Okay. Et donc par hasard, il a rassemblé plein de pièces de puzzle qui l'a conduit au chef du réseau, on va dire. Mm-hmm. Et là, du coup, il a pu faire plusieurs arrestations et il a trouvé du coup mon nom. Et puis arrive, finalement, la libération, mais tu expliques à ce moment-là, c'est la peur surtout, en fait, aussi. Tu passes par un moment où tu as vraiment peur, parce que tu dis dans ton livre, quand on t'apprend non, on va pas te sauter dessus quand tu sors du train, ou quand, tu as vraiment peur de sortir de chez toi, en fait. Oui. J'arrive à un point où je fais tellement de sport que mon corps en est malade. Si je sors de chez moi, je cours, comme si quelque chose allait me tomber dessus. J'ai constamment peur, j'ai peur des hommes, j'ai peur qu'on m'approche. Ça a été l'enfer pendant 2 ans. Et je suis en fait en dissociation traumatique constante. C'est-à-dire, tu peux en parler parce que... c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de scission qui se fait dans la tête. Mm-hmm. Et le vrai moi est protégé par un espèce de faux self qui prend le dessus et qui pour me protéger, on va dire, va ressentir et va vivre sans émotion, alors que la vraie personnalité est en dessous. Mais elle ressent, par contre? Pas au moment même, non. Okay. Ça vient par après. Si je reviens à moi et que la dissociation diminue, il y a une réunification forcément, et donc il y a un passage d'émotion et de... Et tu dis à un moment donné que tu te forces quand même à sortir la nuit, à aller dans des bars, etc. Oui, ça c'était avant. Ouais, ok.
Il y a un moment où, par peur d'être seule, par peur de plonger peut-être dans une réelle délinquance alors que j'étais majeure, parce que j'avais très peur de la prison, je commence à fréquenter des gens, un petit groupe des pays de l'Est qui boivent énormément et qui m'amènent avec eux un peu partout. Et là, donc, c'est une période où je bois énormément. Et c'est à ce moment-là que tu rencontres une femme qui te dit qu'est-ce que tu fous avec nous, t'es une petite oie blanche? Oui. En fait, ce que j'appelais les gens du jour ou de la journée me voyaient tout le temps comme une fille noire, marginale, qu'on a évité. Et du coup, je me suis toujours considérée comme je sais pas comment expliquer, un bout de viande sale. Et donc, je pensais avoir ma place dans le milieu de la nuit. Et en fait, à force de les fréquenter pendant quelques mois, un jour, une femme s'est tournée vers moi et m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici, petite oie blanche? T'as rien à faire chez nous ?» Et ça m'a mis une réelle... C'est un déclic, quoi. Une réelle gifle. Et à partir de ce moment-là, tu te dis quoi? Eh bien, je me dis que finalement, ils n'auront pas tout eu et que j'ai encore une espèce de petite part, je ne sais pas si on peut l'appeler innocence ou insouciance. Et du coup, je quitte le milieu dans l'instant même pour protéger cette petite chose qui me reste. C'est un truc qu'on sent dans... Enfin, après, évidemment, il y a l'écriture, j'imagine que tu fais des ellipses et tout, mais on a l'impression que quand tu décides un truc, tu le fais direct, quoi. Que ce soit de te sevrer, que ce soit ici de changer de milieu, qu'il n'y a pas de moment de flottement en disant oui, est-ce que je le fais, je suis pas sûr, etc. Que tu sais quand même plutôt bien ce que tu veux, quoi. Non, je cherche pendant très longtemps parce que je suis quelqu'un qui doute énormément, mais une fois que ma décision est prise, elle est prise. Ok. C'est assez impressionnant. Enfin, en tout cas, dans le livre, je trouve ça assez impressionnant. Mais ce qui n'est pas évident, justement, c'est que quand je parle de mon parcours, par exemple de toxicomanie et la manière dont j'ai arrêté, les personnes anciennes toxicomanes qui écoutent mon témoignage me disent non, on ne se reconnaît pas du tout. On a fait 10 tentatives de cure, on a arrêté en étant beaucoup plus âgé, il nous a fallu 6 mois, etc. Non, moi, je décide, c'est fait. Oui, bah c'est ce que je disais. C'est là où je trouve que c'est courageux. Tu écris à un moment donné dans le livre, à la fin, « Le hors-piste est un risque à encourir à un moment donné pour éviter la casse. C'est en dehors du cadre que l'éducateur partira à la rencontre de l'être en souffrance. » Oui. Qu'est-ce que ça implique d'écrire ça? En fait, pour moi, donc j'ai fait 3 années d'études en éduc, et j'ai constaté que ce soit en stage ou chez les autres élèves, que pour eux, en fait, un accompagnement éducatif, c'était... Il y a un cadre dans lequel se trouve l'éducateur, il y a un cadre de vie familiale dans lequel se trouve le jeune. Et en fait, l'éducateur allait chercher par la force le jeune dans son milieu pour le mettre dans son cadre à lui. Et il stagnait un peu en son centre, je pense, par facilité pour lui. Et donc finalement, ça, c'est plus un accompagnement, c'est une intervention. Les policiers font des interventions. Alors que l'accompagnement éducatif, c'est rejoindre le jeune là où il est dans ses difficultés. Et l'accompagnement, c'est aller ensemble vers un nouveau cadre qu'on peut explorer dans son entièreté. Et s'il faut aller à 1 centimètre du bord du cadre et faire du hors-piste, pourquoi pas si ça peut l'aider. Mais du coup, quand j'ai constaté ça, j'ai eu beaucoup de mal en fait à bosser dans le système. Parce que ça, c'est un sentiment que toi, tu penses que ça n'existe pas. Cette manière de fonctionner que tu décris ici maintenant, d'aller vers le jeune dans son cadre, d'accompagner vers autre chose, c'est pas quelque chose qu'on rencontre régulièrement ici en Belgique, quoi. En fait, de base, l'accompagnement, c'est ça. C'est accompagner, ça veut dire manger le pain avec, c'est pas faire à la place d'eux, c'est pas être devant, c'est pas être derrière, c'est être à côté et suivre ce que l'autre désire. Bon, après, c'est vrai qu'avec les enfants, ils sont mineurs, donc on est responsable, donc c'est un peu plus complexe. Mais normalement, de base, c'est ça. Et il y a énormément de travailleurs sociaux qui ne sont pas du tout là-dedans. Je veux dire, c'est comme quand j'ai bossé au SAMU social, je veux dire, si on trouve une personne qui va mal et qui est dans la rue sur le trottoir, on va pas se mettre debout, les bras croisés, en disant « Et alors, qu'est-ce qu'il y a ?» Non. On va s'asseoir à côté, on va essayer de voir si on peut l'approcher, on va se revoir plusieurs fois. Enfin, il y a une manière d'approcher les gens et de les retrouver là où ils sont. Moi, je trouve ça d'une violence inouïe. Je veux dire, si une personne est dans une situation que nous considérons comme étant dangereuse, on n'est pas... Oui, je trouve ça violent de lui dire « Allez, viens, ta situation, c'est de la merde, moi j'en ai une meilleure, je te prends de force. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et au plus on va travailler comme ça, au plus la personne va se braquer et va refuser, en fait, de changer de situation. Tu dis que donc, tu as fait des études d'éducatrice, tu as été éducatrice, et c'est quelque chose que tu souhaites plus être, par contre. En fait, j'aime le métier.
mais j'ai énormément de mal à travailler dans un système qui ne me correspond absolument pas. Maintenant que j'ai connu finalement les deux côtés de la barrière du même système, je peux enfin comprendre ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant, depuis que je suis éducatrice, c'est que je vois l'envers du décor. Et vice-versa, le fait d'avoir été enfant a fait que, placé donc, j'ai pu avoir une autre approche avec les jeunes. J'ai essayé le SPJ, par exemple. L'équipe dans laquelle on m'avait mise, j'aimais assez bien parce qu'on avait énormément de liberté, mais elles n'étaient absolument pas employées comme il fallait. Il y avait énormément d'abus de la part de certains travailleurs sociaux qui étaient juste là pour la paye, j'ai envie de dire. Et du coup, il existe quelques travailleurs sociaux qui sont soucieux de faire un bon travail, qui aiment vraiment les jeunes, mais je veux dire, ils sont éparpillés et donc se sentent très seuls. Justement, tu parles à un moment donné, à la fin de ton livre, de père aidance. Oui. C'est ça, c'est plutôt vers ça que tu te tournes. En fait, l'éducateur est obligé de travailler avec les outils qu'on lui a appris à l'école. Et donc, même si on a un certain parcours, on ne peut pas en parler. On ne peut pas... on peut essayer de faire passer ça dans sa pratique, mais en étant très discret. Alors que le père aidant, finalement, c'est l'expertise du vécu. Et donc, c'est un petit peu à l'image du parrain chez les alcooliques anonymes. On est déjà passé par là. Voilà ce qui a fonctionné pour moi. Et je vous offre finalement des outils qui m'ont aidé. Vous en faites ce que vous voulez. Et je trouve ça génial. Mais c'est un métier qui n'est pas encore reconnu en Belgique. Et oui, j'allais dire, il y a quand même des gens qui pratiquent ou il y a des services qui font appel à des pères aidants, ça existe? Dans certains milieux, il y a des gens qui sont engagés en tant que pères aidants sur le terrain, mais comme c'est un métier qui n'existe pas encore, ils ont un statut, on les glisse sous le statut d'éducateur ou quoi que ce soit. Mais j'ai remarqué que les professionnels du milieu ont très très peur des pères aidants, ils ont peur en fait qu'on leur prenne leur place. Parce que si un père aidant est engagé, ce sera forcément un éducateur de moins ou un médecin de moins, etc. Mais j'ai pu voir les effets bénéfiques que ça a, même dans le milieu médical. Si une personne est en crise parce qu'elle n'aime pas son médicament ou qu'elle passe une mauvaise phase, une personne qui est déjà passée par là, qui lui parle réellement de cette problématique qui les lie, va être beaucoup plus efficace qu'un médecin qui ne sait pas ce que c'est et qui lui dit « maintenant ça suffit, tu prends ton médoc et tu te tais ». Donc c'est un métier qui doit vraiment trouver sa place dans toutes les institutions en Belgique. Tu es aussi intervenu pas mal dans des forums, je veux dire, dans des conseils, etc. Tu as livré ton témoignage, tu as donné tes idées aussi sur différentes problématiques qu'on a abordées ici. Aujourd'hui, tu poses quel regard, toi, sur les mouvements féministes aujourd'hui? Alors, j'ai eu un espèce de double regard, enfin un regard qui a changé. Au début, quand j'ai pris la parole, c'était véritablement pour défendre la parole des enfants. Et en fait, j'ai été contactée par toutes les associations belges et françaises, uniquement féministes. Donc pour la défense des enfants, il n'y avait rien. Et là, je me suis dit que c'était quand même curieux parce que, de nouveau, il y a une espèce d'omerta ou de tabou dans le milieu de la défense des enfants. Et je me suis dit, finalement, comme le mouvement féministe grimpe de plus en plus, porte de plus en plus la voix, qui d'autre, finalement, pourra mieux défendre les enfants que ces femmes? Et donc, j'ai accepté d'être un peu reprise dans tous ces événements féministes, à condition de pouvoir y défendre la voix des enfants, enfin des femmes, du coup, et des enfants. Ils m'ont accepté. Et au début, ça m'a fait énormément de bien parce que comme je sortais d'énormément de violence, pour moi, l'homme était le mal incarné, j'en avais très peur. Donc j'avais besoin de ces rassemblements féministes. Mais le problème, c'est qu'après 1 an et demi, quand j'ai commencé à véritablement réfléchir sur ce qui est censé être le féminisme, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de radicalisation extrême qui se passait au milieu. Et donc là, petit à petit, j'ai pris un peu mes distances avec ça. Justement, quand tu prends la parole, quand on te convie à expliquer, à témoigner, comment est-ce que la parole se libère? Comment est-ce qu'on fait pour raconter l'inracontable, en fait? Quand on est isolé, c'est très 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 compliqué. Et le rôle parfois des associations est de mettre en contact
des anciennes victimes pour qu'elles puissent se rencontrer entre elles et en discuter entre elles. Mais le souci, c'est que les anciennes victimes uniquement entre elles, c'est impossible. Il y a trop de blessures encore ouvertes. Et du coup, parfois, on se heurte sans faire exprès. Donc, on est obligé d'être sur un terrain avec des professionnels qui encadrent celles qu'on appelle les survivantes ou les victimes. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais, et c'est un processus long et lent, j'imagine. Oui, très long et très long. Par rapport à justement, tu viens d'en parler, que tu voulais justement, lors des moments où tu témoignes, c'est de t'exprimer sur l'aide à la jeunesse et sur les jeunes et sur les enfants en particulier. Quels sont les vrais problèmes de l'aide à la jeunesse en Belgique ? Ouf. En fait, ce qui devient un peu compliqué, c'est que comme tout le système va mal, je pense qu'il y a une espèce d'effet domino qui fait qu'on ne sait plus réellement dire voilà le problème exact de l'aide à la jeunesse. Mais encore une fois, la formation des professionnels, le fait que ça devienne complètement industriel. Donc finalement, les enfants ne sont que des numéros de dossier. Donc il y a une déshumanisation totale de la souffrance humaine, tout simplement. Je veux dire, un délégué SPJ est censé avoir une quarantaine de dossiers. Ils sont à plus de 90. Donc il y a des enfants qui ne voient que 2 fois par an, juste pour leur taper sur les doigts en leur disant « tu dois aller à l'école ». Moi, j'appelle pas ça un suivi. Il y a des professionnels qui ne sont accessibles qu'aux heures de bureau, alors que, je veux dire, quand on est maltraité par ses parents, ça ne s'arrête pas à 16 heures, ça continue. Il y a le cadre strictement formel que les jeunes fuient, justement. Comme on ne va pas assez les chercher là où ils sont, le jeune fuit, en fait, le système qui ne lui correspond plus. Et en fait, le système a très peur de demander à l'enfant de quoi il a réellement besoin, je pense. Est-ce que le système, justement, protège les bonnes personnes ? Je pense que d'une part, ils essayent de protéger maladroitement les enfants, mais d'une autre part, ils protégeront toujours leurs propres pions et leurs propres travailleurs avant toute chose. Et aussi les enfants favorisés. Ces enfants-là ne sont généralement pas dans le système de l'aide à la jeunesse. Mais le souci, c'est que comme la plupart des enfants qui sont dans le système proviennent de familles plutôt précarisées, ça veut dire qu'on ne s'intéresse jamais à la violence qui se passe dans les familles plus bourgeoises ou plus aisées. Oui, parce que toi, c'était ton cas. Tu ne viens pas d'une famille précarisée. Non. Et personne n'a jamais rien détecté. Tout le monde, on a pu passer très facilement sous le radar, quoi. Oui. Et justement, quel est le premier chantier à démarrer d'urgence pour aider les enfants ici en Belgique, les enfants qui sont en détresse ? Première chose, ce serait déjà de les écouter. La deuxième chose, ce serait de réinjecter les budgets suffisants pour, par exemple, en France, Muriel Salmona et le docteur Emmanuel Piette font des formations formidables pour tous les professionnels parce que je ne sais pas comment on peut aider une personne alors qu'on n'est absolument pas outillé pour le faire. Et ça, ce serait déjà un énorme changement. Et évidemment, l'intégration de professionnels dans les foyers, mais la considération de la parole de l'enfant est une chose capitale. Est-ce que tu penses qu'on a tout dit, ou que j'ai oublié quelque chose, ou que c'est quelque chose que tu voudrais ajouter ? Il y a tellement de choses. C'est le moment, n'hésite pas. Par rapport à... Je pointe ça parce que pour l'instant, j'en parle énormément en plaidoyer politique. Par rapport à tout ce qui est abus sexuels, violence ou exploitation sexuelle des mineurs, le parquet de l'aide à la jeunesse est complètement démuni. Par exemple, il existe une maison, donc Esperanto, qui accueille des enfants étrangers qui sont victimes de traite. Mais l'accompagnement qui est proposé à ces enfants-là n'est pas du tout possible pour les enfants belges. Parce qu'on va leur apprendre à parler français, on va leur apprendre à lire, on va se battre pour qu'ils gardent leur carte de séjour, etc. etc. Et en fait, un enfant qui est belge, qui est exploité, n'a rien. Okay. Il n'y a aucune structure d'aide. On ne sait même pas les détecter. Si l'enfant ne parle pas ou s'il parle et que sa parole n'est pas considérée, il ne se passera rien. Et dès l'âge de 14 ans, quand il aura l'âge d'aller en IPPJ et qu'il commettra son premier fait qualifié infraction, il ira simplement en IPPJ en tant que bourreau. Mm-hmm. Et donc finalement, ces enfants considérés bourreaux qui iront en IPPJ sont finalement des victimes qui devraient se retrouver au pénal, sur le banc des victimes et non pas sur le banc des bourreaux. On a une idée de ce que ça représente l'exploitation de mineurs, l'exploitation sexuelle de mineurs belges d'origine ? En Europe, la problématique est niée.
On n'a pas de statistiques, on ne sait pas. Non, c'est interdit, donc ça n'existe pas. Aux États-Unis, on a plus de 45 millions de supports pédopornographiques juste pour l'année 2018. Donc c'est une problématique qui existe bel et bien dans le monde entier, mais qui est seulement prise en charge là-bas. Et ici, en Europe, personne ne prend le... Ça n'existe pas. Il n'y a pas des associations qui essaient de se battre pour essayer d'avoir une reconnaissance. Mais elles sont très petites, elles n'ont pratiquement pas de subsides. Il y en a une qui est assez grande en France qui s'occupe de ça, mais en Belgique... Ok. Et je veux dire, quand je suis allé au Parlement bruxellois, j'ai carrément un procureur du parquet de la jeunesse qui m'a pris entre quatre yeux et qui m'a dit « Mais donnez-moi des idées, moi je ne sais plus quoi faire avec ces enfants. » On n'a aucun pouvoir de détecter aucune violence. Et même si une maman ou un papa pense que son enfant est abusé ou exploité, s'il se rend chez un médecin, le médecin déjà n'a pas obligation de faire une attestation. Et même si ce médecin a fait une attestation en disant que l'enfant a bien été violé, l'attestation n'est pas bonne devant la justice puisque ce n'est pas un expert qui a été nommé par le parquet. Okay. L'expert sera nommé 12 mois plus tard, quand il n'y aura plus de traces. Donc l'enfant a menti, donc la maman est folle, donc on lui retirera son enfant. Ouais, et c'est là la spirale commence ou continue. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les fameux cas de parents protecteurs. Parce que tu évoques dans le réseau de prostitution dans lequel toi tu es tombé, d'une gamine de 15 ans qui se retrouve obligée de se prostituer parce que le gars en fait menace sa petite sœur. En fait, on avait toutes des menaces bien spécifiques par rapport à nos situations, à notre entourage. Et elle, effectivement, il la faisait fuguer pendant la nuit, il allait la chercher... Elle avait des parents, une famille Ah oui, oui. Et il allait la chercher près de chez elle pendant la nuit. Il la violait entre deux champs, il la vendait dans les hôtels, puis il la ramenait le lendemain matin. Et comme elle devait aller conduire sa petite sœur à l'école, il voyait bien qu'il y avait une petite dans le tas. Et je disais ça comme moyen de pression, quoi. Oui. Et ça, c'est des choses... Encore, ça, par contre, sur le proxénétisme et la traite des êtres humains en Belgique, on a quand même des statistiques. On sait quand même, plus ou moins, c'est quelque chose qui existe. Ça, personne ne va dire que ça n'existe pas. Il y a des législations, en tout cas, qui de base sont plutôt... assez sévères, mais qui ne sont pas appliquées. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, les statistiques ne sont pas justes, parce que quand on sait qu'il n'y a que 4% des agresseurs sexuels qui vont en prison, les chiffres sont complètement erronés. C'est les chiffres dont on a connaissance, et non pas les chiffres réels. Moi, je ne sais pas quoi ajouter, en tout cas. Merci Maïté, en tout cas, pour ton histoire, ton témoignage et le temps que tu as bien voulu prendre avec nous. Merci pour ton accueil.